Les Ukrainiens affirment que cette explosion équivalait à 1100 livres de trinitrotoluène. L'attaque survient peu après l'échec des pourparlers de paix entre les deux pays, tandis que la Russie lance de nouvelles frappes. Le pont est une voie d'approvisionnement clé pour les forces russes en Ukraine. Et il affirme, selon le président Volodymyr Zelensky, que la Russie vise désormais délibérément les civils ukrainiens. Après l'opération Toile d'araignée, la Russie est en panique. Poutine sait que d'autres attaques arrivent. Et c'est exactement pour cela qu'il fait vérifier chaque camion par les autorités russes. Eh bien, cela provoque des embouteillages de plusieurs kilomètres, et les Russes s'en plaignent. En résumé, village du milieu. Route bloquée pour une raison inconnue. On roulait à travers les champs, ça secouait beaucoup. Nous sommes de retour sur la route, coincés dans un immense embouteillage de camionnettes qui s'étend sur des kilomètres. C'est le chaos total. Eh bien, devine quoi? Les instincts de Poutine étaient justes. Il avait juste la mauvaise idée. La prochaine attaque ne venait pas des camions, mais plutôt des drones. Plus précisément des drones maritimes. Voilà ce qui est arrivé au pont de Kertch, reliant la Russie à la Crimée occupée par la Russie. Voici la vidéo. Comme vous le savez, le pont de Kertch est un symbole de la puissance russe en Crimée. Tout d'abord, bien sûr, il relie la Russie continentale à la Crimée occupée, et en plus de cela, il est crucial pour la guerre. La Russie l'utilise pour appuyer son armée dans le sud de l'Ukraine. C'est une bouée de sauvetage pour leur armée dans la région. Donc, si l'Ukraine devait détruire le pont, ou même le rendre inutilisable en l'endommageant suffisamment, Poutine serait dans de gros ennuis. Ce serait un immense défi logistique. Sans le pont, la Russie aurait du mal à acheminer des armes et des fournitures vers la Crimée et le sud de l'Ukraine. Leur armée s'effondrerait simplement dans cette région. Deuxièmement, ce serait une énorme humiliation publique pour ce qu'on appelle la deuxième armée, la plus grande et la plus puissante du monde, que l'Ukraine ait pu les frapper jour après jour. Rappelez-vous, cette attaque a eu lieu seulement 2 jours après la plus grande attaque menée en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, plus importante encore, sans le pont, la Crimée devient vulnérable à une attaque ukrainienne, et c'est quelque chose que Poutine ne peut pas se permettre. Si Poutine perd la Crimée, la Russie perd cette guerre. Avant de continuer, si vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour suivre toutes les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. C'est précisément pour cela que cette attaque a été un événement aussi important, et c'était quelque chose que Poutine n'attendait pas du tout. C'était seulement 2 jours après que l'Ukraine a frappé à près de 25 000 km à l'intérieur de la Russie, jusqu'à leur base de Balaya, et maintenant ils visent le pont de Crimée. Voici donc des détails supplémentaires sur l'attaque. Tout comme l'attaque d'il y a 2 jours, cela a pris des mois à préparer, et c'était la même agence, le service de sécurité de l'Ukraine, les services de sécurité ukrainiens. Des agents ont placé des explosifs sur le pilier de soutien, et nous allons en parler dans un instant car c'est extrêmement important. L'attaque a eu lieu à 4h44 ce matin, heure ukrainienne, lorsque le premier engin a explosé. Maintenant, alors que j'enregistre la vidéo, nous avons également des rapports non confirmés, provenant des chaînes Telegram russes, indiquant qu'il y a eu plusieurs explosions survenues plusieurs heures après l'explosion initiale. Aucune organisation respectable ne l'a confirmé pour l'instant, mais dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons informés. Mais bref, revenons au rapport. Les supports sous-marins ont été endommagés au niveau du fond marin. L'explosion équivalait à 1100 kg de trinitrotoluène. Le pont est structurellement compromis et sur le point de s'effondrer. Ici, nous avons le préféré de la chaîne, Chuck Farr, qui partage plus de détails sur la façon dont cette attaque a été menée. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques à l'écran, le placement des charges indique que l'Ukraine a probablement visé ou reciblé une structure de pieux déjà endommagée. Chaque pieu devra être inspecté et les pieux endommagés devront être remplacés. Une tâche complexe et coûteuse. Plus important encore, pendant cette réparation, la circulation sur le pont est interrompue. Le pont est fermé, empêchant tout mouvement entrant ou sortant de la Crimée. C'est un enjeu crucial pour la Russie qui utilise ce pont pour approvisionner son armée, comme expliqué précédemment. Maintenant, le drone qu'ils utilisent, le drone sous-marin, nous avons en fait des graphiques provenant, tenez-vous bien, des Ukrainiens eux-mêmes.
Cela a été publié lorsque le drone a été annoncé pour la première fois au monde. Ce ne sont pas les images de l'attaque, mais il est très probable que le même drone ait été utilisé. Vous pouvez voir le drone à l'écran. Il coûte environ 450 000 par drone. Et il est entièrement piloté à distance sous l'eau. Son surnom est Mariska, et je suis sûr que je le prononce mal. Mais c'est un prototype de véhicule sous-marin sans équipage à longue portée et à missions multiples. Un véhicule sous-marin sans équipage capable de mener des missions de frappe contre les navires de guerre russes et les infrastructures maritimes, comme le pont. Il dispose de caméras de ciblage électro-optique et infrarouge, ce qui lui permet d'obtenir des images thermiques et des vidéos en basse lumière, et des liaisons de navigation et par satellite. Il utilise également des moteurs électriques qui lui assurent une propulsion silencieuse. Je ne suis pas ingénieur en structure, mais il semble que l'Ukraine ait minutieusement choisi sa cible. Ils n'ont pas choisi un pilier au hasard, ce qui aurait déjà été assez dommageable, mais un pilier très important. D'après ce que je comprends, c'était un pilier porteur, donc la Russie a trop peur d'utiliser le pont actuellement. Toute la circulation a donc été interrompue. Et voici comment les propagandistes russes réagissent à cette attaque. Surtout si l'on considère que cela est arrivé seulement 2 jours après l'une des plus grandes attaques que la Russie ait jamais connue. Je veux que vous entendiez la colère dans la voix, donc nous n'allons pas doubler cet extrait. Quoi, on va vraiment supporter ça maintenant? J'ai déjà les nerfs à vif. Putain de zeste, putain de noisette. Comme si l'attaque n'était pas assez grave, vous vous souvenez du passage que je vous ai montré au début de la vidéo? Eh bien, devinez quoi? Ce passage venait d'une caméra russe, qui était fixée sur le pont de Crimée. Ce qui veut dire que l'Ukraine a non seulement réussi à attaquer le pont, mais a aussi pu pirater, ou au moins accéder à toute l'infrastructure que la Russie a mise en place pour soi-disant protéger ce pont. Outre le simple fait qu'une frappe sur le pilier du pont a été manquée, ce qui attire également l'attention, c'est l'accès libre de l'ennemi aux webcams installées là-bas. Il est probable que tout le système de vidéosurveillance de cette installation stratégique ait été compromis, et on ne sait pas depuis combien de temps cela durait, écrit un informateur militaire sur une chaîne Telegram russe. Les déboires de la Russie se poursuivent, avec plusieurs échecs du renseignement la semaine dernière. En fait, il prévoyait une attaque majeure avant les négociations qui ont commencé lundi. Et nous allons parler des négociations dans un instant. Mais avant cela, je veux rapidement revenir sur l'attaque que la Russie prévoyait et qui a échoué à cause de l'offensive ukrainienne, l'opération Toile d'araignée, qui a été menée il y a seulement 2 jours. La Russie avait prévu l'opération Éclair de Jus, la plus grande attaque de missiles de croisière jamais menée contre toute l'Ukraine pour la nuit du 1er juin, afin de forcer la main de l'Ukraine à Istanbul dès le lendemain. Un drone ukrainien a détruit bon nombre de ces bombardiers déjà ravitaillés en carburant, quelques heures avant leur décollage. Je précise que cette information ne provient pas d'une source pro-ukrainienne. Elle provient d'une source pro-russe, dont il publiait probablement cela pour se vanter, et expliquer pourquoi l'Ukraine devrait se rendre, car elle ne peut pas lutter contre la Russie. Devinez quoi? L'Ukraine a tellement surpris la Russie que cette opération n'a jamais abouti. Cette information a été publiée sur Tsargrad, un média financé et contrôlé par le Kremlin, le 31 mai, un jour avant l'opération Toiles d'araignée de l'Ukraine. L'article a ensuite été supprimé le 1er juin, lorsque la Russie a perdu un tiers de sa flotte de bombardiers stratégiques, l'opération russe de la nuit ayant été annulée. La plus grande attaque de missiles lancée depuis les airs contre l'Ukraine a eu lieu le 29 décembre 2023. Ce jour-là, des avions russes, y compris les bombardiers même que l'Ukraine a détruits hier, ont lancé au moins 108 missiles air-sol A2 de différents types, tuant 58 personnes et blessant plus de 160 civils. Si la Russie avait prévu sa plus grande attaque de missiles contre l'Ukraine pour la nuit précédant les pourparlers d'Istanbul, la destruction des bombardiers par l'opération Toile d'araignée, quelques heures avant le décollage, a empêché des pertes massives dévastatrices parmi les civils et une destruction incalculable des infrastructures à travers l'Ukraine. De toute évidence, Toile d'araignée a été une grande opération, non seulement en termes d'affaiblissement des capacités militaires russes, mais aussi en termes de protection des vies civiles ukrainiennes.
De nouveaux détails ont émergé sur la façon dont l'opération a été conduite. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être déjà, mais le président Zelensky a partagé quelques détails juste après la fin de l'opération. Il a expliqué que presque tous ceux qui ont participé à l'opération du côté ukrainien avaient été évacués en toute sécurité de Russie, avant même le début de l'opération. En plus de cela, toute la planification de l'opération a eu lieu dans un bâtiment situé juste à côté du siège du service fédéral de sécurité. C'est donc clairement une grosse gifle pour Poutine. Eh bien, aujourd'hui, nous avons plus de détails sur la façon dont les camions transportant des drones ukrainiens se sont retrouvés juste à côté des bases aériennes russes. Voici ce qu'il en est. Les médias russes décrivent la logistique de l'opération ukrainienne. Les enquêteurs ont interrogé les chauffeurs de camions, dont les véhicules ont été utilisés pour lancer les drones. Un homme de 55 ans, nommé Alexandre Z, a déclaré que le camion appartenait à un homme de 37 ans, nommé Artyom. Il y a quelque temps, Artyom a reçu une commande d'un homme d'affaires de Mourmansk pour livrer 4 maisons à ossature de Shalom, à la péninsule de Kola. Les deux hommes se sont mis d'accord sur un prix, et Alexandre a chargé la marchandise puis a pris la route. En chemin, un interlocuteur inconnu lui donnait des instructions par téléphone sur quand s'arrêter et où se garer. Sa dernière halte était la station-service Rosneft, près d'un aérodrome militaire à Mourmansk. Les drones ont été lancés depuis cet endroit. Un récit similaire est venu d'André M, 61 ans, un autre chauffeur travaillant pour Artyom. Il transportait des maisons à ossature vers cette région. Mais lorsqu'il s'est garé près d'un café en bord de route à Choloi, les drones ont commencé à décoller directement de son camion. Les autres conducteurs ont signalé le même schéma à Raznayan et dans la région d'Ivanovo. Une fois, Sergueï, âgé de 46 ans, a dit qu'il transportait une maison modulaire depuis cette région lorsqu'il entrait dans Razan. Le toit de son camion s'est ouvert et des drones se sont envolés. Le 4e camion utilisé lors de l'attaque de drones d'hier contre la base aérienne d'Ivanovo a été chargé dans la même région. Selon le chauffeur, celui-ci était également enregistré au nom d'Artyom. Bazar rapporte que les enquêteurs ont ouvert une enquête pour terrorisme. Ils sont maintenant à la recherche d'Artyom, qui serait originaire d'Ukraine. Et comme nous le savons d'après la déclaration du président Zelensky il y a seulement 2 jours, il a dit que toutes les personnes impliquées avec les services de sécurité ukrainiens ont été évacuées en toute sécurité de Russie. En réalité, les Russes n'ont personne à blâmer en interne. Alors, ils accusent les États-Unis. De nombreux critiques russes affirment que, en raison d'un traité que la Russie a signé avec les États-Unis, un traité appelé New Traité de réduction des armes stratégiques, les 2 pays, la Russie et les États-Unis, sont obligés de stationner leurs bombardiers à la vue des satellites, donc en gros en public et non dans des structures protégées. En réalité, ce n'est qu'une excuse de plus que Poutine essaie d'inventer pour blâmer un autre pays pour ses propres échecs. Et je dis cela parce que l'excuse que donnent les propagandistes russes n'a tout simplement aucun sens. Les critiques de l'attaque de l'Ukraine contre les bombardiers russes affirment que la Russie a dû garder ses bombardiers à découvert en raison des exigences du traité New Traité de réduction des armes stratégiques. C'est faux pour 2 raisons. D'abord, le traité New Traité de réduction des armes stratégiques ne l'exige pas. Et deuxièmement, Vladimir Poutine a suspendu la conformité de la Russie au traité New Traité de réduction des armes stratégiques en 2023. Donc, même lorsqu'ils trouvent des excuses, ils ne prennent pas la peine de vérifier si cette excuse correspond à la réalité. De même, quand les Russes tentent de protéger leurs bombardiers, ils ne vérifient pas s'ils sont réellement en sécurité. Ils ne sont pas très attentifs aux détails, et ils ne sont pas non plus enclins à affronter la réalité. Car pendant que l'armée russe se fait écraser par les Ukrainiens, les négociateurs russes à Istanbul exigent une reddition complète des forces armées ukrainiennes. Voici les détails du mémorandum de paix, autrement dit les exigences de la Russie. Les négociateurs russes ont présenté à l'Ukraine, lors des négociations à Istanbul, les demandes suivantes. Retrait complet des forces armées ukrainiennes des régions que la Russie revendique. Il est important de souligner que la Russie n'occupe pas entièrement beaucoup de ces régions, donc ils veulent que les Ukrainiens abandonnent des territoires que la Russie n'a pas conquis, alors même que la Russie est en train de perdre la guerre. Deuxième exigence, reconnaissance internationale de la Crimée et du Donbass comme faisant partie de la Russie. Quatrième exigence, neutralité de l'Ukraine. 5. Organisation d'élections en Ukraine.
Sixièmement, je crois, une interdiction de redéploiement des forces armées ukrainiennes, sauf pour les opérations de retrait. Sixièmement, une interdiction d'accueillir et de déployer des armes nucléaires en Ukraine. Septièmement, une interdiction de la fourniture d'armes occidentales et de renseignements. Huitièmement, la levée de toutes les sanctions et le refus d'en introduire de nouvelles. Et enfin, une renonciation aux revendications mutuelles liées aux dommages causés pendant les hostilités. Encore une fois, comme vous pouvez le constater d'après ces exigences, il ne s'agit en aucun cas d'un mémorandum de paix. La Russie veut que l'Ukraine se rende, alors même que la Russie n'arrive pas à battre l'Ukraine. C'est ici que je veux vous rappeler un grand discours que l'ancien président Ronald Reagan a prononcé contre l'Union soviétique. Mettons les choses au clair. Il n'y a pas de débat entre le choix de la paix ou de la guerre, mais il n'y a qu'une seule façon garantie d'obtenir la paix, et vous pouvez l'avoir à la seconde même, la reddition. Certes, il y a un risque dans toute autre voie que celle-ci, mais toutes les leçons de l'histoire nous disent que le plus grand risque réside dans l'apaisement, et c'est ce spectre que nos amis libéraux bien intentionnés refusent d'affronter, que leur politique d'accommodement et de l'apaisement est qu'elle ne laisse aucun choix entre la paix et la guerre, seulement entre se battre ou se rendre. Si nous continuons à faire des concessions, à reculer, à la fin, nous devrons faire face à l'exigence finale, à l'ultimatum. Et alors, que ferons-nous? Lorsque Nikita Khrouchtchev a dit à son peuple qu'il savait quelle serait notre réponse, il leur a dit que nous reculions sous la pression de la guerre froide et qu'un jour, lorsque viendra le moment de présenter l'ultimatum final, notre reddition sera volontaire, car à ce moment-là, nous aurons été affaiblis de l'intérieur, spirituellement, moralement et économiquement. Il le croit parce que, dans notre société, il a entendu des voix plaider pour la paix à n'importe quel prix. Ou mieux vaut être rouge que mort, ou comme l'a dit un commentateur, il préférerait vivre à genoux que mourir, debout. Et c'est là que réside le chemin vers la guerre, car ces voix ne parlent pas au nom du reste d'entre nous. Vous et moi savons et ne croyons pas que la vie soit si précieuse et la paix si douce qu'elles doivent être achetées au prix des chaînes et de l'esclavage. Si rien ne mérite de mourir, quand est-ce que ça a commencé? Juste devant cet ennemi? Ou Moïse aurait-il dû dire aux enfants d'Israël de vivre en esclavage sous les pharaons? Le Christ aurait-il dû refuser la croix? Les patriotes au pont de Concorde auraient-ils dû jeter leurs armes et ne pas tirer le coup de feu qui a résonné dans le monde entier? Les martyrs de l'histoire n'étaient pas des imbéciles, et nos morts honorés qui ont donné leur vie pour arrêter l'avancée des nazis ne sont pas morts en vain. Où se trouve alors la voie vers la paix? En fin de compte, la réponse est simple. Vous et moi avons le courage de dire à nos ennemis, il y a un prix que nous ne paierons pas. Il y a une limite qu'ils ne doivent pas dépasser. Enfin, je veux vous montrer quelques réactions satisfaisantes des médias russes après que l'Ukraine a anéanti des bases aériennes et des bombardiers russes. Voici. L'attaque, pour ainsi dire, contre notre pays. Ces explosions qui ont eu lieu et ces attaques contre notre infrastructure essentielle et notre infrastructure nucléaire, c'est un test systématique pour voir jusqu'à quel point nous allons tolérer cela. C'est une préparation à la guerre nucléaire. C'est un test d'autres méthodes pour neutraliser notre triade nucléaire. Votre serviteur en parle depuis longtemps. Ce sujet est discuté depuis longtemps parmi les professionnels. Rien de nouveau à ce propos, mais cela a débuté. Nous devons revoir la protection de notre triade nucléaire contre l'impact de ses moyens et apporter les ajustements nécessaires à notre cadre législatif. Monsieur le ministre, Vladimir Poutine a des moyens d'influence sur elle et, probablement, apporter encore quelques corrections parce qu'elle s'impose tout simplement. En réalisant que l'Occident a beaucoup plus de potentiel, nous devrons désormais recourir à des frappes préventives, plutôt qu'à des contre-frappes de représailles, car il se peut que nous ne soyons pas en mesure de mener une contre-frappe de représailles si ce genre de moyen est utilisé. Cela ne peut être compensé qu'en les neutralisant préventivement, jusqu'à les anéantir. Il n'y a pas d'autre moyen. Et tout leur territoire comme zone tampon. Et contrôler tout le reste sur l'ensemble du territoire de l'Europe de l'Ouest. C'est ce que je peux dire. Et une zone de sécurité sur tout le territoire
et le contrôle de tout le reste sur l'ensemble du territoire de l'Europe de l'Ouest. Voilà ce que je peux dire. Au fait, pardon, en parlant de ce qui s'est passé, Chéri écrit que les vidéos qui en sortent sont filmées par des conscrits de l'armée. Peut-on exécuter ce conscrit par fusillade? Faites sortir ce salaud et exécutez-le juste devant la formation, en tant que traître à la patrie qui travaille simplement dans l'intérêt de l'ennemi. Comment ces camions sont-ils passés? Qui les a inspectés? Cette phrase seulement. Je ne savais pas ce que je transportais dans le camion. Où l'as-tu récupéré? Qui l'a chargé? Je ne sais pas. Cette phrase s'était transportée à l'aveugle. Tu n'as pas regardé à l'intérieur? Tu as eu les papiers, ils ne l'ont pas ouvert et montré. Ne fais pas l'idiot. Comment as-tu passé les points de contrôle, les pesées? Comment tout cela s'est-il passé pendant la 4e année de la guerre? Qui sera tenu responsable de ça?